Monsieur Ba, aujourd'hui, l'histoire retiendra ici à Edodini. Et cette date du 27 avril 2024 restera gravée ici à Edodini. Donc, Monsieur Ba, merci d'avoir bien voulu que ce soit à côté de vous pour vous accompagner sur la démarche. Merci beaucoup, M. Ray. Donc, vu que le temps nous est compté et que nos invités ici présents ont d'autres préoccupations, nous allons directement passer à la présentation du chronogramme de cette journée. Donc, pour cela, je vais donner la parole à mon cher M. Gaye, qui va vous lister donc, le chronogramme de cette journée. Donc, M. Gaye, la parole est à vous. Merci beaucoup, M. Ba. Quels sont les métiers à venir? Le droit, quels sont les métiers de l'avenir? En plus, nous allons accueillir les prestations des salariés. En plus de ça, nous allons voir ou bien même célébrer la grande finale du concours Télécom. Monsieur Ba, merci de rappeler le thème choisi. Donc pour ce thème, nous avons le numérique peut constituer une alternative à la formation des jeunes en Afrique. Le numérique peut-il constituer une alternance à la formation des jeunes en Afrique? En plus de ça, nous allons passer sur le projet futur. Et là, nous allons céder le parole à notre cher professeur Moussé Sa pour nous expliquer un peu c'est quoi le projet futur. En plus de ça, nous allons fermer la cérémonie d'aujourd'hui avec la remise des prix. Voilà, Moussé Ba, le programme du jour d'aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Gaye. Donc, je pense que, cher public, vous avez bien entendu et compris le programme de cette journée. Donc, sans plus tarder, nous allons passer aux allocutions. Nous allons parler par là M. Koba. Donc, cher public, si vous vous applaudissez, s'il vous plaît, nous allons appeler M. Koba. Donc, je rappelle que M. Koba, c'est un homme très endurant, donc engagé. Donc, malgré tout, il fait de son mieux pour que ses étudiants puissent se sentir à l'aise. Donc, cher public, encore vos applaudissements, s'il vous plaît. Orienté à l'université numérique Cheikh Kane, rattaché plus particulièrement à l'Enodondjoum. Donc, soyez conscients de vos responsabilités. Et la conscience de cette responsabilité nous réunit ici, à travers ce brave président du club SJP DIL, M. Tidiane Sow, qui a eu vraiment l'idée extraordinaire d'organiser ces différentes activités aujourd'hui. Ces activités purement pédagogiques et très intéressantes où chaque individu, chaque étudiant doit pouvoir s'inspirer, doit pouvoir être conscient des attentes de sa famille d'abord, de sa ville et de son pays de manière générale. Donc je tenais à ce que le public puisse applaudir les membres du club SJP DIL. À travers ces activités, donc, je retiens d'abord la conférence qui sera animée par M. Gare, le droit, les métiers d'avenir. C'est bien de pouvoir conscientiser les gens sur les opportunités de vos différentes filières pour que cette journée d'intégration soit une journée d'apprentissage. Que les gens qui viennent ici puissent rentrer avec des expériences, avec des découvertes, avec des opportunités et puissent être conscients de la chance qu'ils ont aujourd'hui de pouvoir épouser ces filières. Donc aujourd'hui, on va parler de droit, on va parler de sciences politiques, on va parler de droit informatique, légal tech. Le numérique aussi également, le thème du concours d'éloquence, peut-elle constituer une alternative à la formation des jeunes? On a vu les limites de la formation physique, donc avec l'effectif pléthorique des différentes universités. Aujourd'hui, vous constituez un changement. Un changement, c'est toujours un processus qui est assez difficile. Au départ, les gens n'y croient pas du tout, mais aujourd'hui, on a su que vous pouvez faire beaucoup de choses. Et c'est ça qui nous a réunis ici. Et nous, l'administration, donc l'institution en tant que telle, l'université numérique Cheikh Kane, n'hésitera pas à vous accompagner, à vous conseiller, à vous orienter pour que vous puissiez atteindre vos différents objectifs.
J'aimerais un jour voir à la télé des avocats qui sont issus de cette université, des magistrats, des inspecteurs des impôts et des domaines, des gouverneurs, des préfets, des ambassades, des diplomates. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi, en tant qu'administrateur de l'ENO, j'y crois fortement. Et j'espère que vous n'allez pas nous décevoir. Le procès public, je ne manquerai pas vraiment de remercier M. Abdourahmane Sarr qui vient de Saint. À mon nom personnel et au nom de l'institution, de le remercier d'avoir effectué le déplacement et d'encadrer les étudiants durant tout le long de ce processus. Donc j'encourage les étudiants à avoir ces différentes initiatives. Je terminerai par vous dire ma fierté d'être l'administrateur de l'ENO de Ndioum. Ndioum, c'est à 500 km de Dakar, c'est loin de ma famille, mais je retrouve ici un sentiment de fierté, un sentiment de contentement, d'avoir des étudiants modèles, des étudiants qui, par leur comportement, par leur discipline, m'encouragent chaque jour à venir à l'ENO, à être disponible. Et aussi, l'administration tout entière remercie les étudiants. Moi, j'ai la fierté de dire qu'on a d'excellentes relations entre administration et étudiants. Et ça doit continuer. Et ça, ce n'est pas l'effort de l'administration, mais également il y a l'effort des étudiants. Si aujourd'hui on dit qu'on a le plus beau ENO du Sénégal, c'est grâce en grande partie vous, les étudiants de l'ENO. Donc soyez fiers de vous. Et surtout, ne nourrissez aucun complexe envers les autres étudiants des autres universités. Vous pouvez croire en vous et dites-vous que vous allez réussir. Moi, je crois en votre réussite. Je crois à votre force, à votre courage et à votre abnégation. Donc merci et que la journée soit belle. Nous allons passer à une autre allocution, donc celui du président du club SJP, Sciences Politiques, Sciences Juridiques et droit économique. Je vous donne par là M. Tidiane. Nous sommes très honorés de vous accueillir à cette journée d'intégration des promotions 9, 10 et 11 qui marque le début d'une nouvelle année passionnante pour notre club. En tant que président, je ressens une très grande fierté de voir autant de visages enthousiastes réunis ici pour explorer ensemble les multiples dimensions juridiques et politiques. Aujourd'hui, nous avons l'occasion unique de changer nos différents individuels pour forger des liens solides au sein de notre communauté. La science juridique, politique et de droit informatique légal nous apprennent à regarder au-delà des évidences, explorer et à comprendre les dynamiques sociales qui façonnent nos vies. Je profite de cette occasion pour souhaiter très cordialement la bienvenue à la promotion 11 qui vient juste de s'installer. Je ne saurais terminer de dire sans pouvoir remercier d'une manière la plus chaleureuse tous les membres de l'équipe pour leur soutien constant et indéfectible. Un grand remerciement au parrain, M. Assimi Diallo, mais aussi à M. Abdourahmane Sarr, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée. Merci à chacun d'entre vous pour votre engagement et sachez que vous pouvez toujours compter sur moi pour être à vos côtés, pour défendre et promouvoir nos belles filières. Et comme disait Nicolas Boileau, je cite, « Tout ce qui se conçoit bien s'annonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. » Fin de citation. Vive l'université numérique de Cheikh Hamidou Kane, vive l'espace numérique ouvert de Ndioum, vive le club SJP de l'ENO. Je déclare l'ouverture officielle de la cérémonie. Je vous remercie. Chers présidents des différents clubs de l'ENO, très chers camarades étudiants, bonjour. Alors, les rapports humains nous apprennent l'importance de la vie en communauté. L'université est une communauté dans laquelle on voit tous les genres et catégories d'individus. Ces derniers ressentent le besoin de se socialiser. L'organisation de cette journée d'intégration des promotions de l'ENO n'est pas anodine. C'est le résultat d'une norme sociétale qui nous impose d'être dans un. Mais aujourd'hui, on va parler de droit, pas de sociologie.
par rapport à ces filières qui sont sciences juridiques, sciences politiques, droit informatique et légal qui sont à l'honneur de cette journée. Des filières intéressantes qui apprennent la loi, les règles qui sont régies par les membres d'une société étaient essentielles de les fixer car son absence poserait une anarchie. En outre, les promotions 9, 10 et 11 respectivement, la promotion 9, ce serait presque inapproprié de les inviter ou bien les souhaiter la bienvenue parce que ce sont le berceau de cet événement. Alors, ils sont 6 déjà. Quant à la promotion 10, ils ont eu à faire un parcours avec nous. Donc, mon seul aperçu par rapport à ce que je vais les exhorter, c'est de continuer dans le cadre éducatif et d'être encore plus performants car seuls les endurants s'adaptent et il faut être talentueux pour sortir du lot. Et enfin, je m'adresse à la dernière promotion fraîchement orientée à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, particulièrement à l'ENO, leur dire vous êtes chez vous, ici c'est votre ENO, soyez-y à l'aise. C'est un grand privilège pour nous de vous accueillir. Vous pouvez vous rapprocher de vos grands frères et de vos grandes sœurs qui auront, avec plaisir même d'ailleurs, le bonheur de vous orienter, vous guider et être pour vous des mentors par rapport à votre culture universitaire. Pour finir cette allocution, pour ne pas être encore plus longue, j'aimerais remercier le club SJP d'Île pour cette initiative d'innovation par rapport à cette initiation d'organiser un procès fictif, à ces concours d'éloquence et aussi à toute l'activité en tant que telle. Je vous remercie. L'administrateur de l'ENO. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi de répondre à l'appel pour ces étudiants et de contribuer aux journées de réflexion qui sont très souvent organisées dans les. Merci. Merci de m'avoir donné l'opportunité de partager cette journée. Le droit. Quels sont les métiers du droit? Si nous nous référons d'abord à la synthèse, je dirais à la subdivision du droit. Le droit est divisé en 2 branches. C'est les plus connus. C'est le droit public et le droit privé. Quand on parle de droit, on dit le droit public, c'est cette matière, c'est cette discipline qui nous enseigne comment fonctionne l'État. C'est le droit qui s'intéresse au fonctionnement et à l'organisation de l'État. Ça, c'est le droit public. C'est la définition la plus simple. C'est une discipline qui s'intéresse à l'organisation et au fonctionnement de l'État. Et qui dit État dit un ensemble. Et je pense que nous allons y revenir. Donc, si nous nous basons sur cette définition, elle a pour objectif l'organisation de l'État, les personnes morales. Certaines d'entre vous savent, ce n'est pas les personnes morales, c'est des personnes dotées d'une mission publique qui doivent accéder à cette publique. Donc, quel est le rapport vis-à-vis de ce particulier? Encore une fois, je dis l'État, c'est l'ensemble, c'est un ensemble d'organismes qui ont pour but la satisfaction des intérêts généraux. L'intérêt de la société publique, je dirais, l'intérêt général. Donc, ici, on peut parler les rapports avec les particuliers, c'est vous et moi et l'ensemble de la société. Si on se réfère à la définition du droit privé, quant à elle, elle est beaucoup plus, le droit privé est beaucoup plus accentué par rapport au rapport qui existe entre les particuliers, c'est-à-dire entre vous et moi, entre 2 sociétés privées, entre vous et une société privée. L'essentiel, ce n'est pas public, mais c'est particulier. Quand on parle de particulier, c'est des rapports existants entre une personne morale privée et une personne c'est-à-dire entre vous et moi, entre 2 personnes de droit privé. Alors, j'ai scindé la subdivision de ces 2 matières. Vous avez en droit public ce qu'on appelle le droit administratif, le droit constitutionnel, les finances publiques et le droit international public. En droit privé, vous avez le droit civil, le droit commercial, la procédure civile et le droit international public.
J'avais dit qu'il y a que deux branches en droit, le droit public et le droit civil, et le droit privé. Maintenant, il y a une autre famille qui se trouve entre les deux, qu'on appelle le droit mixte. Donc, ce sont des matières que vous allez retrouver dans le droit privé, ce sont ces matières aussi que vous allez retrouver en droit public. Raison pour laquelle on les appelle droit mixte. Donc, il y a le droit fiscal, le droit pénal, le droit judiciaire privé et le droit du travail. Ça, ce sont les matières du droit. Maintenant, c'est à travers ces matières-là qu'on obtient une profession. C'est-à-dire quel métier on peut faire après si on se spécialise. Par exemple, si vous faites le droit administratif, quelles sont les différentes matières, quelles sont les différentes options qui se trouvent en droit administratif, quelles sont les différentes options qui se trouvent en droit constitutionnel, quelles sont les différentes options qui se trouvent en finance publique, quelles sont les différentes options qui se trouvent en droit international public, quelles sont les différentes options qui se trouvent en droit civil, quelles sont les différentes options qui peuvent se retrouver en droit commercial, la procédure civile, le droit international privé, le droit du travail, le droit judiciaire, le droit pénal et le droit fiscal. Donc toutes ces matières offrent plein d'opportunités. Le droit, c'est la porte au monde du travail. Vous faites le droit normalement, vous avez 70% de chance d'acquérir le travail. Maintenant, qu'est-ce qui va vous différencier des autres? Ce sera le niveau. Ce sera votre compétence, votre profil et ce que vous allez avoir. En principe, dans un pays normal, quand on fait le droit, on ne chante pas normalement. Donc, nous allons revenir sur les différentes options qu'on peut trouver à la. Si vous faites le droit constitutionnel, vous avez l'opportunité de devenir un constitutionnaliste, c'est-à-dire ceux qui rédigent les constitutions. On vous interprète sur la rédaction d'une constitution, sur les référendums, sur les articles à proposer. Est-ce que la loi est constitutionnelle ou est anticonstitutionnelle? Ce sont ces experts-là qui rédigent le droit constitutionnel. Donc, à partir de votre master, vous pouvez devenir un constitutionnaliste. Les politiques publiques, c'est l'ensemble des politiques publiques qui se trouvent au sein de l'État. La santé, les infrastructures, le partenariat public-privé. Donc, tout ce qui est politique publique, l'éducation, l'agriculture, l'environnement, vous êtes un expert dans les politiques publiques. Quand on parle de politique publique, ce sont les différentes activités que l'État peut mener pour une bonne production de ces activités-là. C'est-à-dire comment l'État va investir de l'argent dans l'agriculture et quel est l'apport retour à l'investissement de cet investissement. Qu'est-ce que l'État peut avoir comme acquis, comme bénéfice, comme création d'emplois dans le secteur agricole? Qu'est-ce que l'État peut avoir comme bénéfice, comme création d'emplois dans l'activité sanitaire, la santé publique? Qu'est-ce que l'État peut faire dans l'activité hydraulique? Est-ce que l'État va faire des forages? Est-ce que l'État va faire un drainage? Ça, ce sont les politiques publiques dont vous pouvez être un expert. Il y a ce qu'on appelle un expert électoral. Aujourd'hui, c'est très connu. Jacques là, je pense, beaucoup d'entre vous l'entendent parler. Il fait des tournées internationales. C'est une personne qui est experte sur tout ce qui est question électorale. Donc, quand vous voulez devenir un expert électoral, il y a le code électoral qui est là, c'est le droit administratif et le droit constitutionnel. C'est une matière vraiment qui paye très bien. Ceux qui le font ne sont pas assez nombreux, mais ça demande au moins 8 ans. C'est le doctorat, à partir du doctorat que vous pouvez être un expert électoral. Vous avez le droit administratif. Dans le droit administratif, c'est le soubassement de l'administration. C'est le soubassement d'un État. L'État est régi par l'État. Toutes les activités de l'État sont gérées par l'administration. Quand on parle de l'administration, il y a les agents administratifs. Qui dit agent administratif dit le sous-préfet. Qui dit agent administratif dit l'agent comptable public. Qui dit agent administratif dit le contrôleur public. Qui dit agent administratif dit. C'est énorme, c'est l'activité qui génère le plus d'emplois au Sénégal. Tous les concours, c'est le droit administratif. Donc vous pouvez être un fonctionnaire de l'État, c'est-à-dire agent des impôts de l'État, la diplomatie, les préfets, les sous-préfets. Vous avez cadres intermédiaires, c'est-à-dire les personnes qui ont un emploi qui seront intermédiaires entre l'administration et les parapublics, c'est-à-dire l'administration et les activités privées autant pour moi. Donc c'est souvent les gens qui travaillent d'une part de l'administration en collaboration avec le secteur privé. Vous avez ce qu'on appelle les conseillers juridiques. C'est le métier, vous avez votre licence, vous pouvez devenir un conseiller juridique. Conseiller parlementaire. Les députés, normalement, dans notre législation,
si vous êtes député, vous avez le droit d'engager un assistant qu'on appelle un conseiller parlementaire qui va vous faire les interprétations, la lecture des textes, la lecture des lois, propositions, si en cas où vous ne savez pas lire et écrire. Parce que dans notre législation, il n'est pas dit qu'un député doit forcément savoir lire et écrire. Il y en a des députés qui ne savent pas lire, ils vont s'exprimer dans les langues nationales. Maintenant, ils ont besoin des interprètes, c'est-à-dire un assistant parlementaire qui aura le texte et qui va les traduire, faire les propositions. Vous savez, les juristes internes dans l'administration, c'est-à-dire dans l'hôpital de Ndioum par exemple, normalement il devrait y avoir un service qu'on appelle le contentieux. Si la personne, c'est-à-dire le patient, a un contentieux avec l'administration de l'hôpital, c'est cette personne qui doit relever ou bien arrêter ce contentieux. Soit c'est l'hôpital qui va poursuivre la personne, ou bien c'est la personne qui va poursuivre l'hôpital. Donc dans toutes les structures publiques, normalement, il devrait y avoir un juriste interne dans l'administration publique. Donc dans l'administration locale, c'est-à-dire les mairies, les collectivités locales, les conseils départementaux, aussi il devrait y avoir des juristes. On ne recrute pas. Si on recrutait, normalement, vous allez voir un juriste à l'hôpital, un juriste même au sein de l'ENO, un juriste au sein du conseil départemental, un juriste dans les mairies. C'est pour vous permettre de protéger non seulement la collectivité, parce qu'elle peut être en infraction, comme aussi permettre aux citoyens qui seront lésés par les autorités qu'ils puissent enregistrer leur contentieux et on va voir comment ils peuvent le régler. D'être dans les organismes internationaux, ce qu'on appelle les consultants. Vous pouvez travailler au sein des Nations Unies, vous pouvez travailler au sein du droit international avec la H, le Haut Conseil des réfugiés, pour la protection des réfugiés. Vous pouvez travailler à l'OMC, Organisation mondiale du commerce, vous pouvez travailler à l'OMS, Organisation mondiale de la santé, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a plein d'opportunités qui se trouvent à partir de là. Les finances publiques, ce sont les financiers et les fiscalistes. Quand on parle de finances publiques, c'est l'argent de l'État, ceux qui gèrent l'argent de l'État. Donc, on a deux options. Soit on est financier, c'est-à-dire en réussissant les concours de l'ENA, vous êtes trésor, inspecteur du trésor, inspecteur des impôts, la douane, eux tous, ils font partie de ce qu'on appelle les financiers. Les fiscalistes, pareil. Donc c'est une personne qui travaille avec l'État ou bien pour pouvoir sur la présentation des taxes qu'ils calculent selon le bénéfice net comptable, le bénéfice réalisé par la société, combien il devrait payer à l'État. Ou bien l'État, combien l'État devrait acquérir de bénéfices fiscaux dans telle activité ou telle activité ou telle activité. C'est une activité qui fait extraordinairement bien, ça je peux vous l'assurer aussi. Rarement ceux qui le font deviennent des chômeurs, parce que soit vous réussissez au concours, soit vous êtes dans des cabinets de consultation, ils embauchent souvent les fiscalistes. Le droit international public, maintenant vous avez ici les diplomates. Vous savez, l'avantage c'est que l'admin du rectorat, M. Kobar, avait déjà cité beaucoup de métiers en droit tout à l'heure quand il était de son discours. Donc vous avez les diplomates. Le diplomate, c'est l'ambassadeur, c'est le consulaire, c'est les envoyés spéciaux de l'État vis-à-vis des organisations internationales. Vous avez les humanistes, ceux qui font le droit humanitaire, c'est-à-dire en temps de guerre, c'est eux qu'on envoie. Ils viennent pour s'acquérir est-ce qu'il y a la protection des droits humains et des droits civils en temps de guerre ou en temps de paix. C'est très bien payé parce que c'est un métier très risqué, mais je vous assure, avec un salaire, on peut rester 6 mois sans travailler. Les experts internationaux, autant il y a des experts nationaux, il y en a aussi des experts internationaux. Vous avez les juges internationaux, ceux qui sont au niveau de la Cour internationale de justice, ceux qui sont dans le cours arbitraire international, ceux qui sont dans des juridictions internationales. Si nous venons du droit privé, vous avez le droit civil, le droit des affaires, le droit international privé, le droit commercial, la procédure civile. Donc, ces 5 matières vous forment à devenir, dans la vie professionnelle, acquérir un titre de fonction allant dans ces fonctions-là. C'est-à-dire, vous pouvez soit créer votre cabinet d'études. Les cabinets d'études, ce sont les cabinets qui font des études pour les entreprises, pour les sociétés, concernant soit la procédure, comment acquérir une autre société, soit quelles sont les procédures de fusion, soit quelles sont les procédures d'élaboration pour élargir leur marché, leur chiffre d'affaires, soit c'est pour leur donner des conseillers allant dans la préservation de leurs intérêts, c'est-à-dire les recettes fiscales. Autant l'État a intérêt à aller recourir le fisc,
autant les entreprises aussi, ils vont engager les meilleurs fiscalistes pour voir comment ils peuvent payer moins d'impôts. Donc, si vous faites en deuxième année le droit fiscal, vous verrez les différents régimes de paiement, les différents régimes fiscaux. Les sociétés sont taxées à 30%, ce qu'on appelle les impôts sur les sociétés. Maintenant, une fois qu'ils savent que c'est 30%, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si vous gagnez 100 millions, vous devez payer normalement 30%, c'est 30 millions. Ils vont engager des experts fiscaux pour réduire combien ils devraient payer, faire telle sorte que le bénéfice net comptable ne puisse pas être imposé. Mais dire qu'ils ont par exemple créé de l'emploi, il y a ce qu'on appelle la réduction des charges qu'ils peuvent bénéficier. Ça sont les experts fiscaux qui y travaillent. Les services juridiques, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans chaque service, il devrait y avoir un service juridique. Et dans ce service juridique, c'est pour la préservation de l'intérêt de l'entreprise ou bien de l'établissement, mais aussi c'est pour enregistrer, pour en cas s'il y a une personne qui travaille au sein de l'entreprise, s'il est en contentieux, il va pouvoir déposer sa requête au niveau du service juridique. Souvent, vous pouvez être licencié de façon abusive. Si vous voulez le régler de façon externe, il y a une possibilité, mais de façon interne aussi, il y a une possibilité. De façon externe, c'est quand vous allez vers les juridictions. De façon interne, c'est quand vous venez au service juridique, vous leur faire part de vos doléances, ils vont voir. Ils vont mesurer si en cas vous apportez l'affaire devant les juridictions, combien ça peut leur coûter. Ils vont vous faire ce qu'on appelle une négociation à l'amiable, en vous disant nous allons vous payer des dommages et intérêts pour que vous ne puissiez pas porter l'affaire devant les juridictions. Là aussi, ça paye très bien. Il y a les banques, des sociétés d'assurance, donc vous voyez la Sénélec, les assurances, les banques, partout, ils ont besoin des juristes, partout. Vous pouvez être expert dans ce domaine-là. Avec la licence, ça peut se faire. Donc, service en charge de la gestion des ressources humaines, ce qu'on appelle la DRH. Le droit du travail est appliqué ici. Donc, c'est eux qui vont recruter les personnes qui doivent travailler dans la société. C'est eux aussi qui vont faire la cessation des contrats. Si la personne ne remplit pas l'engagement qu'il avait donné à l'entreprise, c'est à la DRH de prendre les responsabilités de licencier la personne. Donc, l'autre partie, j'ai détaillé quelques métiers. Vous avez le droit des affaires, ça se trouve dans le droit civil. L'avocat civil, c'est-à-dire tous ceux qui sont des avocats, des greffiers, entre autres, qui sont là. L'avocat est spécialisé en droit international, en droit privé. Maintenant, en droit privé, nous avons deux options. Droit privé national, interne, et droit privé international. Les internationalistes, c'est par exemple quand il y a un monsieur X sénégalais et un madame Y ivoirienne qui se marient. Il y a le droit international qui doit s'appliquer. Donc, ils peuvent appliquer le droit international. Vous avez des experts en droit international qui vont faire. Comme ils peuvent aussi demander que la personne soit jugée en droit interne, vous avez des avocats, des experts en droit privé. Vous avez les conseillers juridiques, vous avez dit tout à l'heure. Donc, c'est une personne qui conseille la façon juridique à la personne, qui va viser à préserver les intérêts de son employeur. Vous avez les huissiers de justice, vous avez les juges, vous avez les juristes d'entreprise, ce que j'avais dit tout à l'heure, vous avez les juristes de web. Aujourd'hui, c'est une nouvelle discipline, ce qu'on appelle la cybercriminalité. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la protection des données privées, des données personnelles sur le net. Maintenant, si une personne vous photographie sans votre aval et publie la photo, vous avez le droit de lui porter plainte pour l'expression qu'ils utilisent, c'est image sans consentement, si je me rappelle bien du mot. Mais l'essentiel, c'est un métier porteur d'avenir parce que c'est comme le droit domanial, c'est comme la cybercriminalité. Et aujourd'hui, les données personnelles constituent une menace réelle. Donc, toute personne qui va se spécialiser dans ça, je pense qu'il aura pleinement l'opportunité de pouvoir exercer. Vous avez les magistrats. Les magistrats, ce sont les juges, entre autres. Vous avez les notaires. Ce sont des cabinets, des personnes qui enregistrent toute activité allant dans le sens de l'État comme dans le sens des particuliers. Vous avez les professeurs en droit. Donc, en droit, vous pouvez devenir un professeur. Et je pense que c'était la présentation. En fait, je voulais dire par ça que le droit est une discipline qui peut vous donner l'opportunité non seulement de ne pas chômer,
Mais pour que vous soyez bon, pour que vous soyez dans le milieu professionnel, vous devez vous former à être un bon juriste. Le bon juriste, ce n'est pas celui qui est excellent dans toutes les matières du droit. Le bon juriste, c'est celui qui sait qu'est-ce qu'il a envie de faire, qu'est-ce qu'il veut devenir, dans quel domaine il veut exercer. Vous êtes privatiste, publiciste, ce qui est plus important, c'est d'être bon. Maintenant, une fois que vous savez sur quoi vous voulez travailler, sur quoi vous voulez exercer, par exemple sur le droit constitutionnel, focalisez-vous sur toutes les matières du droit constitutionnel. Le droit constitutionnel, le droit administratif, les finances publiques, ça c'est le droit public. Vous voulez être un publiciste, vous devez être bon dans ces matières. Vous voulez être un privatiste, vous devez être bon dans le droit des obligations, dans le droit des civils, dans le droit des affaires. Maintenant, qu'est-ce qu'on va devenir? Cela dépend de Dieu et de notre volonté. Soyez bon, privatiste ou publiciste, l'essentiel c'est d'être bon. Deuxièmement, les opportunités sont énormes. Quand vous faites le droit, comme on dit souvent, vous ne perdez pas. Si vous ne trouvez pas un travail, vous trouvez au moins le savoir de pouvoir vous défendre quand vous serez en contentieux. Vous allez trouver le savoir de pouvoir défendre vos parents, vos amis qui seront dans les difficultés judiciaires. Vous pouvez apporter des consultations, vous pouvez donner des avis juridiques, vous pouvez faire ce que vous voulez faire avec l'acquisition de ce savoir. Donc le droit, ça paye de façon rémunérative, mais aussi ça paye de façon sociologique et anthropologique. J'ai fait le maximum possible pour vous présenter en 40 minutes. S'il y a des questions, s'il y en a pas, nous allons laisser l'activité se dérouler convenablement. Slam. Arrête de me juger. Arrête de me juger car tu ne sais rien de moi. Arrête de me juger car tu ne sais rien de ce que j'étudie. À quoi ça sert de voir de poste si on ne comprend pas? Avant de me juger, prends le temps de mieux me connaître. Oui, je suis tombée amoureuse. Oui, je me vois. Il est celui qui me permet de voyager et fermer tout. Bien sûr, pas besoin de me déplacer. Alors, l'université charge de t'amener mon plus beau cadeau. Ah oui, je peux la trouver des mots pour te dire que tu es beau. Des mots comme souris, clavier ou digital, me perce et me fascine. J'ai découvert un monde fait de silence, d'intelligence et de pertinence. Le numérique est un arbre dont les fruits portent la saveur pour la connaissance. Ce temple du savoir est un lieu d'apprentissage comme d'ailleurs tous les autres, où on acquiert la connaissance. Alors, méfiez-vous de ces ignorants qui croient tout savoir en sous-estimant votre connaissance. Arrête de me juger car tu ne sais rien de moi. Tu dis que je suis foutue parce que je ne vois pas mon tuteur. L'essentiel est de comprendre et là que je suis loin. Alors, je souhaiterais briser cette fausse morale. Oui, cette rumeur. L'enseignement à distance permet de se former, d'acquérir de nouvelles compétences. Barangili kana gbegbe baranyagu ya kono anya ngavance fe avance fili se mo fili ma dunu nya tongo gelima agbegbe baragu nyi tongo gora sagilu gogi adama dia bore kafe kanama.
est marquée par des révolutions numériques. Ainsi, beaucoup de jeunes se lancent dans l'espace numérique pour se divertir, d'autres pour se former, mais aussi pour se socialiser. Ainsi, beaucoup de jeunes Africains avides de connaissances se lancent dans l'espace numérique, non seulement pour acquérir de la connaissance, mais aussi pour se former. Ainsi, l'université numérique de Cheikh Hamidou Kane nous sert un exemple typique. Plus de 77 000 étudiants avec une dizaine de noms se propagent dans le pays. Ainsi, nous pouvons dire que le numérique apporte des réalisations pour les jeunesses africains. Ainsi, mais aussi, il faut comprendre que le numérique n'est pas seulement un outil pour permettre d'acquérir de la connaissance, mais aussi il y a des zones qui sont là au lieu d'apprendre, mais aussi ce temps se livre dans le numérique pour faire d'autres choses, à savoir des arnaques, de la cybercriminalité, ainsi par là, nous pouvons dire, même si le numérique apporte des réalisations, il n'en demeure pas moins qu'il constitue une menace pour les jeunes africains. Ainsi, je ne serai terminé sans pour autant confier à ces jeunes Africains avides de connaissances, mais aussi qui sont dans le transe d'âge. Le relève de l'Afrique est la responsabilité de tout un chacun de nous. C'est pourquoi nous devons faire cet outil, un outil qui va nous permettre de relever les défis, mais aussi d'apporter des réalisations concrètes, mais aussi visibles pour notre développement. Je vous remercie. Merci beaucoup, chérie. Présenté par mon nom se fait avec des mots alternatives quant à elle veut dire succession répétée dans l'espace ou dans le temps qui fait réapparaître dans une ordre régulière certainement d'une série. Une formation est une forme d'apprentissage à la fois organisée et institutionnalisée. Zone ici, peut-être définie comme celui qui est fort avancé en âge. Chers invités, honorables membres du jury, bonjour. C'est Sekou Abdoulaye Ba pour vous servir. Imaginons un étudiant qui veut suivre une formation dans une université classique. Ça sera difficile, voire impossible à lui de le mettre ensemble. Par contre, un étudiant numérique peut le faire, lui, conscient que le cours est enregistré, il peut faire tout ce qu'il veut et revenir pour réécouter l'enregistrement. À ce jour, toutes les entreprises sont digitalisées. Pour y entrer, il faut une maîtrise de l'informatique. Quel sens pour les étudiants de l'INSEE? Actuellement, le Sénégal a cette numérique notamment les verts qui marquent l'énergie. Cela donne l'espoir aux apprenants numériques. Le numérique fait partie intégrante de l'homme dans notre vie quotidienne, que ce soit dans notre vie personnelle ou celle de professionnelle. Dès lors, mesdames et messieurs, la réponse de notre sujet aujourd'hui elle est positive. Voici quelques raisons pour lesquelles le numérique est très intéressant dans notre vie. Les technologies numériques permettant une communication facile entre les individus, quels que soient leurs emplacements géographiques, comme les réseaux sociaux
ou les plateformes de collaboration. L'accès numérique numérique partage. Avec la révolution numérique que nous vivons, on utilise ce moment tous les jours. Trop présent dans notre vie quotidienne, encore plus dans notre vie professionnelle. Le numérique est l'une des solutions pour transformer positivement notre monde. Par exemple, si nous sommes si présents dans notre ordinateur, on se cache derrière ce numérique. Le numérique recouvre à la fois les sciences et technologies de l'information et de la communication. Certes, la révolution numérique a touché le continent africain. Certes, les populations sont de plus en plus connectées. Certes, ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes qui utilisent ces réseaux en toute méconnaissance des politiques d'utilisation de ces sites et n'ont pas conscience des dangers auxquels ils seront exposés. Mais n'empêche, le numérique peut constituer une alternative à la formation des jeunes. En effet, le numérique nous offre de multiples possibilités, ressources illimitées, savoir accessible à tous, communication facilitée, de multiplier grâce au environnement numérique de travail. Nous pouvons prendre l'exemple de Uncheck, le portail qui aide les étudiants de l'université numérique Cheikh Ahmadou Bamba à accéder dans le plateforme pour pouvoir faire. Et toutefois orientés dans ces différentes zones, les étudiants ont l'opportunité de suivre d'autres formations en ligne, mais aussi encore de faire d'autres travaux tout en poursuivant au tribunal. Donc, comme au tribunal, arrêter le bavardage parce que eux, ils vont jouer le procès sans micro. Parce qu'avec le micro, ça peut gâcher tout. Parce qu'on ne peut pas attendre à chaque avocat prenne le micro pour qu'on avance. Ils vont jouer sans micro. Donc c'est en étroite collaboration avec vous qu'ils peuvent réussir ce qu'ils veulent faire. Donc il faut les écouter et laisser leur le temps de s'exprimer. Donc pas de micro. Le micro, il y aura ici un micro et ici, mais il n'y a plus de micro. Ils vont parler en haute voix pour que vous puissiez les entendre. Donc le procès, sachez que ça vient de commencer, ils vont entrer étape par étape et ils vont essayer de jouer le jeu. Et je pense que je peux compter sur vous. Je peux compter sur vous. Alors merci beaucoup. De déranger, qu'ils le mettent en silence ou bien qu'ils l'éteignent. Force publique, veuillez entrer les accusés. Silence dans la salle. Monsieur le greffier, rappelez l'affaire. Assane Ndiaye dit beau gosse, un étudiant de master 2 en droit à l'IPR des sciences juridiques et politiques de l'Université de Saint-Louis. À l'occasion
Monsieur Hassan Ndiaye, levez la main droite. Jurez de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. De dire la vérité. Puis le destin de toute la population. Je vous remercie. Oui, monsieur le procureur, à vous des questions. Monsieur Samuel, pouvez-vous revenir sur le jour de votre déposition de perte de téléphone? Bien sûr, monsieur le procureur. C'était vendredi 23 mars 2021. Monsieur le juge, là je vous dis après vérification de ces propos fabuleux de Samuel Top, il n'y a aucun certificat de perte de nom de Samuel Top qui a été renseigné au niveau de la gendarmerie. Tenant compte de cette fausseté, ce document présenté par la défense, nous avons ouvert une enquête pour poursuivre tout ce qui poursuit de près et de loin la production de ce faux certificat. Merci pour votre honneur. Merci. Mais M. Samuel, la question que vous voulez poser est la suivante. Quelle est la nature de votre amitié avec Samuel, avec Hassan Diagne? Merci, monsieur le procureur. La nature de mon ex-ami Hassan ici présent, parce que moi je ne le considère pas comme étant mon ami, plutôt mon frère de sang. Puisqu'il attend souvent les gens dans des Zakporo, et il les jaloux de moi, donc il a profité de cela. Mais bon, avez-vous l'habitude de vous parler de ces aventures? Effectivement, monsieur le procureur, comme nous avons tous tendance, nous les garçons, souvent de parler de nos aventures avec nos amis. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le procureur. Partie civile, avez-vous des questions? Merci. La défense, avez-vous des questions? Non, monsieur. Partie de service. Mademoiselle, Sokhna est appelée à la barre. Sokhna Tamba. Mademoiselle Sokhna Tamba, levez la main droite. Veuillez dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Je viens de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Mademoiselle Sokhna Tamba, vous êtes né le 12 janvier 2009 à Abdallah, fils de Moullo Tamba et de Kofi Diallo. Vous êtes domicilié à Nîmes, est-ce vrai? Exact. Vos parents ont porté plainte contre Hassan Ndiaye et Samuel Top, son ami, pour détournement de mineurs et de données personnelles. Est-ce vrai? Mademoiselle Sokhna Tamba, avez-vous appelé Hassan? Oui. Mais quel était l'objet de votre vie? C'était juste pour faire mon exercice français. Monsieur le procureur. Oui, Mademoiselle Sokhna Tamba, où étiez-vous au moment de la fête? Au moment de la fête, j'étais chez ma tante, près de Niger. Vos exercices côté, c'est quoi? À Niger. Avez-vous consenti à faire que c'est ça, M. Hassan Diagne? Jamais. Ah bon? Mais mademoiselle Sokhna Tamba, sur les vidéos, on n'a pas ressenti aucune réserve par rapport à ce que vous avez jeté en train de faire. Je n'ai même pas au courant de cette vidéo. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le procureur. Mesdames et messieurs les juges, arrêtez. Silence! Silence! Mesdames et messieurs les juges, avez-vous des questions? Oui, merci, monsieur le juge, de m'avoir cédé la parole. Monsieur Tamba, Sokhna Tamba, pourquoi vous n'avez pas invité chez vous ou dans une autre lieu autre que ça semble? Bon, ce jour-là, c'était chez ma tante, vu qu'il y a beaucoup de bruit, du coup, je me suis dit pourquoi pas aller à Niger tout près pour assurer à ces personnes. Merci, monsieur le juge. C'est une question que vous avez pour elle. Merci, monsieur le juge. Partie civile,
À vous la parole. Monsieur le juge, chère assistance, maître Sall à la cour, avocat de la partie civile, je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que représentante de ma cliente, Sokhna, une jeune fille de 15 ans confrontée à des circonstances difficiles qui ont profondément marqué sa vie. Je sollicite votre attention bienveillante pour considérer les éléments que je m'apprête à présenter qui éclaireront votre jugement sur cette affaire délicate. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter ma cliente, Sokhna, une jeune fille de 15 ans, atteinte d'une démence intermittente. En effet, elle est une jeune fille intelligente, cultivée, brillante, combative et dynamique, d'un leadership aspirant, alors persévérante, humble et sensible, issue d'une très bonne famille. Monsieur et Madame Tamba l'ont donné parmi les meilleures éducations. Elle a même mémorisé le Coran à son âge. Les faits que nous présentons aujourd'hui se sont déroulés durant une période bien déterminée que nous allons décrire de manière chronologique. Un jour, ma cliente Sokhna avait des exercices purement pratiques et très compliqués, mais elle n'avait personne pour l'aider à les traiter. Le soir, de passage chez sa tante qui habite à côté de l'IGB, automatiquement ses réflexions le menaient à Sall, qui est un brillant étudiant, donc avait toutes les possibilités de le guider sur ses exercices. C'est dans ce moment qu'elle a passé un coup de fil à Sall pour lui demander si elle pouvait venir pour qu'il lui explique ses exercices. Monsieur le juge, c'est la raison pour laquelle la petite Sokhna s'est rendue à l'IGB pour rencontrer Hassan. Mais une fois là-bas, comme toute personne qui a besoin d'aide, Hassan a failli à sa mission en abusant et profitant de la situation de démence de ma cliente. Pire encore, mesdames et messieurs, avant l'arrivée de Sokhna, Hassan avait consulté son soi-disant ami de très longue date famille, qui le conseilla de filmer les moments intimes qu'il passera avec Sokhna, puis les enregistrer sur son téléphone. Le lendemain, il envoie les vidéos à Samirton, qui par la suite diffuse les vidéos dans le groupe WhatsApp de la classe et transmet à Ademo moyennant la somme de 50 000. Oui, comme vous l'avez bien entendu, seulement 50 000 francs pour détruire la dignité de pauvres jeunes. Dans le cadre de notre défense, nous présenterons plusieurs témoins dont leurs dépositions aideront à éclairer la cour sur les faits de cette affaire. Alexandre Khadi, l'ami de Sokhna. Ces témoignages, monsieur le juge, contribueront à établir une vision complète et nuancée. Une vision complète et nuancée qui, nous le croyons, fragilise l'opposition. Dans le cadre, nous sommes convaincus que les preuves que nous présentons aujourd'hui seront suffisantes pour établir le doute raisonnable quant à la culpabilité de ma cliente. Merci, maître Sall. Mademoiselle Sokhna, pouvez-vous nous dire ce qui s'est réellement passé dans la salle? Bon, lorsque le monsieur est arrivé, donc le roi, je suis à tes côtés. Quelle est la dernière chose dont vous vous souvenez? La dernière chose dont je me souviens, c'est lorsque Hassan Effectivement, monsieur le juge, c'est lorsque Hassan s'est aperçu d'elle qu'elle est tombée dans la défense, qu'elle est tombée dans la démarche. Parce que la cause, le stress et la nervosité déclenchent cette maladie. Chers assistants, connaissez-vous la signification de la démarche? La démence est une maladie qui affecte la mémoire et la pensée. Cette condition affecte sa capacité à réagir et à comprendre face aux situations de manière éclairante. Merci, maître Diallo. Madame Sokhna, Hassan savait-il que vous souffrez d'une démence intermittente? Avez-vous voulu aller seul dans l'ensemble de Hassan? Non. Votre honneur, je vous remercie. Je n'ai plus de questions pour vous. Merci, maître Sall. La défense avec une question. Oui, votre honneur. Mademoiselle Tamba, vous dites que vous avez rendu visite à Hassan pour seulement des exercices. Que portez-vous ce jour-là? Oh, vous avez entendu la portée du body est invisible. Et tout cela s'explique pour des explications. Mademoiselle Tamba, porter une minuscule et une body, c'est seulement pour des explications.
Merci, Maître Gira. Séduisante, mademoiselle Sorna Tamba. Mademoiselle Sorna Tamba, quel est votre vrai âge? Âge de 15 ans. Répétez s'il vous plaît. 15 ans. Monsieur le juge, chers assistants, j'ai ici avec moi les preuves nettes, c'est-à-dire son extrait de naissance, qui prouve que la soi-disant mademoiselle Tamba est âgée de 20 ans. Mademoiselle Sorna Tamba. Mademoiselle Sorna Tamba, êtes-vous toujours amoureuse de mon client? Je vous remercie, monsieur le Bizarrement, nos avocats de la défense sont des champions en production de fausses informations. Parce que l'extrait de naissance qu'il vient de déposer ici, c'est une fausse information. D'après les recherches qu'on a fait sur le mérite de Youm, on nous a donné un extrait de naissance qui prouve que mademoiselle Sorna Tamba est âgée de 15 ans. Je vous remercie. Merci, monsieur le procureur. Avocat de terminer avec une question. Oui, votre honneur. Mademoiselle Sorna, connaissez-vous M. Samika? Non. Je vous remercie, je n'ai plus de questions. Merci, monsieur. Force publique vient entrer le témoin. Mademoiselle Khady Tamba, vous êtes née le 6 février 2009 à Unari. Oui, monsieur le juge. Vous êtes domicilié à Ndiou, est-ce vrai? Oui. Monsieur le procureur, vous avez des questions? Oui, monsieur le président. Mademoiselle Khalissa. Mademoiselle Khalissa, est-ce que Sorna t'avait informé qu'il allait passer la journée chez Hassan? Oui, monsieur le procureur. Elle m'avait informé qu'elle allait rendre visite à Hassan. Est-ce que tu savais l'objet de ce dossier? Oui, je le savais. Notre prof de français nous avait donné une nécessité de dissertation français qui est de. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le procureur. Partie civile, avez-vous des questions? Oui, votre honneur. Mademoiselle Khady, qui est Sorna Tamba? Sorna, c'est mon ami d'enfance. A-t-elle l'habitude d'aller au service? À ce que je fasse non. Est-ce que Sorna vous a demandé de l'accompagner au service au frère Hassan? Ce jour-là, elle m'avait informé. Vu que j'étais occupée, je ne pouvais pas aller. Est-ce que vous savez qu'elle souffre d'une démence? Oui, je le savais. À son état normal, pensez-vous que Sorna est capable de faire de tels actes? Non. À son état normal, Sorna serait incapable de faire ça. Car elle est une personne aimable, gratuite pour le qui a des valeurs. Merci, votre honneur. Je n'ai plus de questions. Merci, maître Diallo. La défense a une question. Oui, votre honneur. Silence. Connaissez-vous Hassan? Oui. Comment? Je connais Hassan via Sorna. Elle me parlait souvent de lui. Depuis quand saviez-vous que Hassan et Sorna nouent une relation amoureuse? Je savais, Sorna et moi, on est des amis d'enfance. On se parle de tout. Lors d'une visite à l'IGP, après une semaine, elle m'avait dit qu'elle sortait avec Hassan. Une échelle de 1 à 10. Comment décrivez-vous l'amour que Sorna porte à Hassan? Merci. Merci, maître Guira, monsieur le juge. Mademoiselle Khady, je vois que vous avez bon nom. Comme vous l'avez fait à nous, elle est votre amie. Si un jour elle venait à vous dire qu'elle partait au campus social, vêtue d'une minute et d'un bruit, c'est la chambre de mon nom. La laissez partir. Je vous remercie, monsieur le juge. Merci. Avocat de terminer avec une question. Merci. Votre honneur, avec votre permission, j'aimerais appeler un autre témoin à la barre, le psychiatre qui a eu à consulter ma cliente. Objection, monsieur le juge. Ce témoin n'a rien à faire dans l'affaire. Objection rejetée. Mais quand est-ce qu'on va dire le droit dans ce pays, monsieur le juge? Quand est-ce qu'on va dire le droit? Objection.
Appelez le SICAD. Veuillez appeler les parents de Sokhna à la barre. Merci. Venez d'appeler. Mesdames et Monsieur Tamba, vous êtes appelés à la barre. Monsieur Fitemoul Tamba. Vous êtes né le 16 mai 1998 à Abdallah, marié et père de 3 enfants. Vous êtes domicilié à Ndoum, c'est vrai? Oui. Madame Korte Gallo, vous êtes née le 12 avril 1989 à Ndoum, mariée et mère de 3 enfants. Vous êtes domicilié à Ndoum, c'est vrai? Oui. Monsieur Tamba, c'est vous qui avez récupéré Sokhna au campus? Oui, monsieur le juge, c'est nous qui avons récupéré Sokhna au campus. Merci, votre honneur. Monsieur Tamba, qui vous a informé que Sokhna était au campus? C'est l'ami de Sokhna qui m'a informé que Sokhna est au campus. Merci, monsieur le juge. Je n'ai plus de questions pour monsieur Tamba. Merci, monsieur le juge. Le procureur a vous des questions? Non, monsieur le président. Merci, monsieur le procureur. Partie civile, avez-vous des questions? Oui, votre honneur. Monsieur et madame Tamba, Sokhna avait-elle l'habitude de disparaître? Avait-elle l'habitude de passer la nuit? Avait-elle l'habitude de passer la nuit hors de la maison? Comment vous l'avez trouvée à l'échelle? En tout cas, Hassan, on est dans le bon niveau. Merci, votre honneur, je n'ai plus de questions. Bien sûr que oui, monsieur le juge, comme toujours. Alors, monsieur et madame Sokhna Tamba, votre fille Sokhna, vous avez dit qu'elle allait chez sa tante? Oui. Vous avez dit qu'elle allait passer la nuit là-bas? Non. La nuit avant de vous coucher, comme tout bon parent d'ailleurs, avez-vous pris le soin d'appeler sa tante pour l'éducation? C'est pas la seule d'appeler parce que sa tante, c'est ma grande sœur. Donc c'est le pourquoi de la question. Non, parce que j'ai confiance à sa tante. Non, monsieur le juge, moi je juge qu'il est irresponsable. Objection, votre honneur, c'est de l'harcèlement. Merci, monsieur le juge. Monsieur et madame Tamba, votre fille Sokhna, vous avez dit qu'elle allait à l'université? Non. Pour sortir, avait-il l'habitude de porter des bijoux de body ou des bijoux? Non, parce que moi j'ai bien éduqué ma fille, parce qu'elle porte des... Répondez par oui ou non, monsieur. Moi je réponds en tant que responsable. Monsieur Tamba, vous avez vous répondre à la question? Non. Merci, monsieur. Je vous remercie. Merci, monsieur Marwan. Avocat de Samuel, avez-vous des questions? Oui, monsieur le juge. Monsieur Tamba, pourquoi avez-vous porté plainte contre Samir qui n'a rien à voir avec lui? Parce que Samir est l'ami de Hassan. Vous vous justifiez que c'est Samir qui a envoyé les vidéos? Parce que les vidéos que j'ai trouvées sur les réseaux sociaux, c'est le numéro de Samir. Ce salon-là. Non, monsieur Tamba, vous savez que c'est le voleur de délivrer le fait qu'on vous qui a envoyé les vidéos dans le WhatsApp, etc. Monsieur le juge, c'est ce qui décharge vos clients de toutes ces accusations mal infondées et fallacieuses. Sur ce, je vous remercie. Merci, merci, Monsieur et madame Tamba,
Ça va pas. J'aimerais appeler un autre témoin là-bas. Le psychiatre qui a eu à consulter ma cliente. Objection, Monsieur le Président. Ce gars-là n'a rien à faire dans ce procès. Dites le droit, Monsieur le Président. Objection rejetée. Allez-y. Après votre témoin. En fait, je me nomme ici, je suis médecin psychiatre. En fait, j'ai fait 10 ans de profession aux États-Unis avant de partir en France. J'ai fait 2 ans en France. Ensuite, je suis revenu ici au Sénégal. J'ai exercé ici ma profession au niveau de l'hôpital régional. Merci. On va participer à une question. Oui, Bakanda. Monsieur le psychiatre, connaissez-vous son tabac? Oui, absolument. Avez-vous diagnostiqué une anomalie cérébrale? Oui, absolument. Laquelle? En fait, elle souffre d'une démence intermittente. Merci, Médoudial. Monsieur le psychiatre, pouvez-vous nous dire si la peur et le stress peuvent déclencher la démence? Oui, absolument, madame l'avocate. La peur et le stress sont les signes qui déclenchent la démence intermittente. Merci, votre honneur. Merci, merci. La défense a une question. Oui, votre honneur. Monsieur le psychiatre, que puis exercez-vous? En fait, comme je vous l'ai déjà dit, je suis médecin psychiatre. J'ai exercé ma profession dans différents types de pays, comme aux États-Unis, en France, avant de venir ici au Sénégal. Rappelez-vous la date du 23 février 2023? Oui. Que s'est-il passé? Oui, en fait, c'est un moment appelé. N'est-ce pas, vous avez été convoqué par l'ordre des médecins? Oui, absolument. Pourquoi? En fait, pour quelque chose qu'on règle au niveau de l'administration. Quelle était la question prise? En fait, on m'avait appelé pour parler de choses à propos de... N'est-ce pas, vous avez été radié par l'ordre des médecins? Non, en fait, on m'avait appelé pour quelque chose. Monsieur le psychiatre, vous voulez répondre à ma question? Non, on m'avait appelé. Monsieur le juge? Non. Monsieur le psychiatre. Oui. Répondez à la question. Merci, monsieur le juge. Merci. On va terminer la Monsieur le juge, je confirme juste ce que vient de dire Maître Villa par rapport à la réaction du psychiatre, mais c'est juste après avoir consulté la patiente Sokhna. Mais pour avoir une confirmation, nous avons effectué une contre-expertise et les résultats montrent que Sokhna souffre d'une démence. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le procureur. Monsieur le psychiatre, veuillez regagner votre place. Merci, monsieur le président. Votre honneur, avec votre permission, nous voulons appeler encore un autre témoin, qui est l'ex de Hassan. Objection, monsieur le juge, mais assez de ces témoins qui n'ont même pas. Keba Faye souffre avec cela. Monsieur Keba Faye souffre avec cela. Merci. Mesdames ou mademoiselles, veuillez vous présenter. Je suis Fatima Anne, petite amie de mon produit pour le maire Sanya. Oui, votre Madame Fatima, connaissez-vous Hassan? Oui, je le connais. Que représente-t-il pour vous? Il est mon ex-secrétaire. Que avez-vous compris? Nous avons rompu parce que je suis Hassan en train de faire des investissements à mon petite sœur. Quel âge avait votre petite sœur? Elle était âgée de 50 ans. Merci, votre honneur. Merci, merci. La défense a une question. Bien sûr, monsieur le juge. Alors, mademoiselle, savez-vous la signification de l'accouchement? Oui. C'est quoi l'accouchement? L'accouchement, c'est le fait de parler d'une manière de faire des chuchotements, des calmes. Oh, monsieur le juge, quel manque de prudence. Elle ne sait même pas ce qui est la démence. C'est une fille
qui est tout simplement zéro. Parce que mon client ici présent, si beau comme vous voyez, est tombé amoureux d'une autre fille. Mademoiselle, pourquoi attendre vous avez quitté pour lui? Ça ne m'a pas quitté, c'est plutôt moi qui l'ai quitté. Vous l'aimez toujours? Moi, je l'ai quitté. Je vous remercie, monsieur. Les hommes de la télévision. Je vous remercie. Vous allez votre place. Avec les discussions. Maintenant, on passe à la plaidoirie. Partie civile. Place à votre plaidoirie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, je me tiens devant vous aujourd'hui au nom de ma cliente Sorna, une jeune fille dont la vie est bouleversée par les événements que nous avons examinés ici. Je vous demande de prendre en considération les éléments que je vais vous présenter, car elles révèlent une réalité complète qui peut ne pas être suivie à travers une seule perspective. Sorna, une adolescente pleine de promesses et de rêves, dont l'innocence a été ébranlée par les circonstances qui ont conduit devant cette cour. On a une fille de 15 ans dont la vie est gâchée à cause de ces deux hommes ici présents à sa descendance. On a qui représentait l'âme de sa famille, qui avait toute sa vie devant elle, qui rêvait d'une vie meilleure, mais hélas, le destin l'a conduit dans les bras de l'homme qui a malheureusement causé sa souffrance. Vous vous direz certainement que le temps effacera ce qui se tragique dans la vie de ma cliente. Mais bien non, parce que ces deux hommes que vous voyez là n'ont aucune excuse, ils doivent payer pour leur crime. D'ailleurs, l'article 320-1 du Code pénal sénégalais est qu'elle à la corruption de mineurs. Sorna, en tant qu'une personne mineure, a été exposée à des situations qui dépassent les limites éthiques et légales. Ma cliente a été profondément traumatisée, subissant des séquelles qui auront un impact à long terme sur sa vie. Nous devons faire en sorte que l'auteur de ces actions réponde de ces actes et que ma cliente reçoive un soutien nécessaire pour se reconstruire. Mesdames et messieurs, les faits que nous avons examinés ici sont douloureux, mais il est impératif de les comprendre dans leur intégralité pour rendre un jugement. Le 23 mars 2021, Hassan Le, avec la complicité de son ami Samir Top, a profité de ma cliente ici présente, qui souffre d'une démence intermittente, qui était allée seulement pour attendre l'aide à faire ses exercices. Mais après un coup de fil de ma cliente pour lui dire qu'elle va venir au campus, il est allé demander des conseils à son ami, qui lui a conseillé, comme toujours, de filmer le moment intime. Après avoir fait cela, le lendemain, il a envoyé à son ami, qui a osé utiliser les vidéos dans le groupe WhatsApp, moyennant une somme de 50 000 francs. Mesdames et messieurs, avant d'entrer dans les détails, je tiens à souligner que la démarche intermittente de Sorna Tamba ajoute une complexité significative à cette affaire. Cette condition a indéniablement affecté sa capacité à réagir et à comprendre face aux situations de manière cohérente. La défense de Sorna ne cesse pas à nier les faits, mais de faire en sorte que le bureau de mettre à lumière les circonstances exceptionnelles dans lesquelles ces actes répréhensibles ont eu lieu. Nous devons reconnaître que la vulnérabilité de cette fille a été exploitée, ce qui a conduit à des circonstances, une situation tragique. Nous avons fait appel à plusieurs témoins dont les dispositions ont éclairé la cour sur les nuances de cette affaire. Parmi eux, se trouve Haïti, l'ami de ma cliente. Avant de partir, elle avait appelé son ami pour lui dire de l'accompagner au campus. Mais malheureusement, son ami était seul chez elle, donc ne pouvait pas l'accompagner. Et ma cliente n'avait d'autre choix que d'y aller seule. Mesdames et messieurs, je vous demande de considérer attentivement les preuves que nous avons présentées. Elles révèlent une image plus complète et plus profonde. Plus profonde des événements qui ont conduit à ce stade de temps aujourd'hui. On vous dira certainement que c'est de la faute de ma cliente parce qu'elle est allée le trouver là-bas seule. Logiquement, mais c'est faux, monsieur le juge, car comme je vous l'ai dit à l'instant, ma cliente souffre de démence intermittente, c'est-à-dire une maladie qui affecte la pensée et la mémoire. En fait, je vous exhorte à reconnaître
les limites de l'accusation contre ma cliente. Les lacunes dans le reçu de la défense sont évidentes, mais il est crucial que vous ne basiez pas votre verdict sur des présomptions et des imaginations. Mesdames et messieurs, conformément à l'article 318-3 du Code pénal qui reprime l'atteinte à la dignité et à la vie privée entre un jour ici. Filmer et diffuser les moments intimes sans le consentement éclairé de son tabac constitue une violation flagrante de son droit à la vie privée et à la dignité personnelle. Conformément à l'article 320-1 du Code pénal sénégalais qui reprime la diffusion illicite d'images à caractère pornographique est également applicable à cette affaire. Les agissements de Samir Top en transmettant la vidéo à Adamo en échange d'une somme d'argent soulève des préoccupations graves quant à l'exploitation et la diffusion non autorisée de matériel intime. Pour finir, monsieur le juge, conformément à l'article 320 du Code pénal sénégalais, tout geste, attouchement, manipulation, caresse, pornographique, utilisation d'images ou de son par un procédé technique quelconque sur un milieu de 16 ans constitue d'un acte puni à la réclusion criminelle de 15 à 16 ans. Alors, monsieur le juge, nous vous faisons confiance car dans votre tribunal, seul le droit parle à la place d'imagination et de création qui anime la partie défense. Ces juges, rendez à son nom ce qui appartient à son nom, c'est ce que je vous remercie. La parole est au procureur. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Monsieur le juge et mesdames les juges, nous sommes ici pour une affaire très grave qui porte sur l'acquisition de M. Hassan Ndiaye, qui est là concernant le détournement de mineurs et de pédophilie, de pornographie et de diffusion de données personnelles. Et M. Samuel Top, accusé de complicité de détournement de mineurs, de pédophilie et de pédopornographie. Nous sommes réunis ici pour condamner ces actes malpropres, haïssables, des crimes qui exploitent les plus blessables de notre société. L'acquisition repose sur des éléments solides et concordants. Les témoins que nous avons présentés ont tous confirmé la véracité de l'acquisition. Leurs dépositions ont été cohérentes et confirmées par d'autres preuves matérielles telles que les extraits, les contre-expertises et les relevés téléphoniques. En plus de cela, nous avons montré que M. Hassan Ndiaye savait que Sokhna n'était pas dans ses états normaux, raison pour laquelle il l'a abusé. Ces antécédents et ces compétences montrent que les filles suggéraient qu'il était prêt de recouvrir sa maternité pour obtenir ce qu'il voulait. La victime même, Sokhna Tamba, reste à désirer par rapport à son habillement et à son comportement, juste pour aller faire des exercices. C'est inacceptable par rapport à la valeur défendue par les avocats. En ce qui concerne les alibis avancés par la défense, en l'occurrence M. Samuel Top ici présent, ils sont franchis en preuve. Les avocats de M. Hassan Ndiaye n'ont pas de preuves tangibles pour étoiler les déclarations de M. Samuel Top concernant sa carte de téléphone au moment des faits. En plus, il est important de rappeler qu'être en dehors des lieux n'exclut pas la possibilité d'être complicité d'une crime. Monsieur le Président, la justice doit être rendue sans aucune clémence envers ceux qui violent de manière profonde les principes moraux des droits fondamentaux des individus. Monsieur le juge, mesdames les membres du jury, je vous exhorte de considérer activement l'ensemble des preuves présentées au cours de ce projet que M. Hassan Top et M. Samuel Top, M. Hassan Ndiaye et Samuel Top ont commis des actes odieux qui ont leur reproché et d'autres devoirs de rendre ce qui leur doit. Je vous demande, M. le Président, de condamner M. Samuel Top 5 ans de prison ferme et M. Hassan Ndiaye 10 ans de prison ferme. Sur cela, je vous remercie. La défense, place à votre plaidoyer. Merci, votre honneur, monsieur le maître de la Girafe. Là-bas. Monsieur le Président, mesdames, messieurs,
C'est sans doute un grand plaisir de me présenter devant votre auguste juridiction de la vérité pour défendre un homme dit, loyal et injustement accusé de détournement de mineurs, pédophile, collecte et division des données personnelles, pédopornographique. Monsieur le Président, revenons sur les faits qui remontent le 1er février 2021 où mon client, Hassan Ndiaye, ici présent, jeune et brillant étudiant en master 2, fit connaissance à Sornotamba au sein de campus social. Une dame âgée de 13 ans. Bien sûr, ça fait rire, Monsieur le Président, et certains même disent que c'est une mineure. Après s'être convenu avec leur propre consentement de nier une relation amoureuse. Une semaine après, Madame Tamba décida de rendre visite mon client dans sa chambre avec son propre engagement au sein du campus social où ils se sont filtrés nus sans aucune résistance de la fille. Je dis bien, Monsieur le Président, sans aucune résistance de la fille. Après s'être entretenu avec son Tamba et de filmer leur moment intime, mon client a envoyé les vidéos à Samir Top qui a vendu les vidéos à Adamon pour une somme de 50 000 francs. Monsieur le Président, avec tous ses droits à la défense et été violé sa présomption d'innocence, bafoué et du mépris d'un procureur de la République contre mon client. Je dois rappeler en temps, dans ce tribunal, il ne s'agit pas de s'alamenter, se berner dans des fantasmes de sentimentalisme total, mais de dire le droit, car dans ce tribunal, il ne s'agit pas de ce qu'on pense, de ce qu'on fait, mais de ce qu'on peut prouver. Monsieur le Président, je voudrais dire que la victime, c'est mon client, et cette fille n'est pas innocente. Car elle a tout cherché, et ce n'est pas surprenant de voir faire l'âme pour montrer tant d'émotions, juste pour se naviguer dans la mer de la victimisation, ou utiliser des mots touchants pour attirer l'intention, Monsieur le Président. Avec ces allégations à l'égard de mon client ne sont pas juridiquement fondées. Elles n'existent pas et je vais vous le prouver par des arguments juridiques et des preuves à l'appui. Vous savez tous, autant que moi, pour qu'il ait viol, au terme de l'article 306 du Code pénal, il faut qu'il ait absenti consentement. Et dans le cas d'espèce, la victime elle-même a admis d'être amoureuse de mon client. Et d'ailleurs, c'est elle-même qui se conduit à elle seule dans sa chambre, Monsieur le Président. Mesdames, Monsieur le tribunal. Silence. Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur le tribunal, n'est-il pas aberrant de dire que cette fille est âgée de 13 ans en le regardant physiquement? Le médecin lui-même qui avait fait les analyses était radié de la fonction publique et la partie civile animée par toutes les bonnes foi du monde ne peut attester le contraire. Il n'y a pas de détournement de mineurs là où il y a consentement. Et Monsieur le Président, il y a du consentement entre mon client et son homme. Peut-on fonder sur les 15 ans pour dire qu'elle est mieux? Alors, les législations des autres pays acceptent la majorité à 15 ans. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, n'est-il pas étonné que la soi-disant victime, au moment des plaisirs, resta toujours au lieu des faits, en ricanant et en buvant tranquillement son thé? Cela prouve tout. Monsieur le Président, auguste témoin, le seul crime qu'a commis mon client est d'être un jeune, brillant, intellectuel et grand, comme pas mal de ses promotionnaires ont su témoin. Le seul crime qu'a commis Hassan est de croire en soi jusqu'à atteindre un niveau incommensurable dans son cursus universitaire. Monsieur le Président, malgré les cris et les situations de la partie adverse, il n'y a pas et il n'y aura pas. Hassan n'est pas un violon. Et non, dans ce tribunal, j'ai tout entendu sauf du droit, du bon sens et du rationnel, que des rumeurs médisantes et des arguments truffés et un délice de méchanceté envers mon client. Monsieur le Président, il est temps de rendre la vérité par votre crime. Vous êtes un homme d'une humilité incontestable et incontestée, d'une loyauté et un sens de l'écoute hors norme. Alors, je compte sur la réflexion assidue de ce juge et de ce tribunal pour rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire, Monsieur le Président, de rendre la liberté à ces jeunes hommes intellectuels et étudiants, car sa place n'est pas dans les prisons et tous les faits qu'on lui rapproche restent négatifs. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Avocat de Samir, face à votre plaisir. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, bonjour. Maître Alassane Diallo à la barre. Je prends la parole aujourd'hui pour défendre mon client accusé de complicité, de détournement de mineurs, de pédopornographie et de division de données personnelles. Permettez-moi de souligner dès le départ que mon client est innocent. Bien que cette affaire semble complexe, mais je vous assure que le dossier est vide. Premièrement, il est essentiel que le tribunal prenne en compte la personnalité de mon client qui est fils unique et dont les parents ont des attentes très élevées à son égard. Samir Top est un étudiant exemplaire avec un parcours scolaire et universitaire irréprochable. Actuellement inscrit en Master 2 en droit, il est pleinement conscient de la gravité des actes qui lui sont reprochés. De plus, mon client reconnaît qu'il a commis une erreur excusable en donnant simplement une recommandation en l'un de ses meilleurs amis, Hassan Ndiaye. Comme le dit l'adage, une erreur avouée est à moitié pardonnée. Le 23 mars 2021, Samir Top a reçu un appel de son ami et camarade de promotion Hassan Ndiaye, lui indiquant que sa petite amie souhaitait lui rendre visite. Samir n'a pas pris cette demande au sérieux, car Hassan de manière taquine lui a simplement demandé des recommandations. En tant que tel, mon client a suggéré également, sur le plan tracking, que s'il le désirait, Hassan et sa petite amie pouvaient passer la nuit dans le trottoir du campus. Plutôt que de filmer nos activités intimes pour les envoyer en tiers en échange d'une rémunération. Monsieur le juge, je vous prie instamment de ne pas vous laisser influencer par l'émotion ou les présomptions, mais de expliquer attentivement les faits présentés au cours de ce procès. Vous constaterez alors que l'accusation n'a pas réussi à prouver au-delà de tout raisonnable la culpabilité de mon client. En effet, le détournement de mineurs ne peut être attribué à mon client, car Samir ne connaissait pas son nom et ignorait également son nom. Son ami ne lui a pas présenté son nom, se contentant de m'imaginer que sa petite amie allait lui rendre sans même préciser son nom à mon client. Par conséquent, le tribunal doit conclure que la complicité évoquée ici ne remplit pas l'une des conditions énoncées à l'article 46 du Code pénal. Cet article stipule que seront punis comme complices d'une action qualifiée de crime ou de délit ceux qui, par promesse, par menace, par abus d'autorité ou de pouvoir, par machination ou artifice coupable, auront provoqué cette action ou donné des instructions pour la commettre. Monsieur le juge, mon client n'a ni fait de don, n'a ni offert de don, ni fait de promesse, ni proféré de menaces, ni abuser de son autorité ou de son pouvoir, encore moins manigancer ou utiliser les artifices coupables. Il est crucial de souligner que donner une recommandation est totalement différente de donner une instruction. Une instruction engage la personne qui la reçoit, ce qui n'est pas le cas ici, puisque Hassan n'était pas tenu de suivre les suggestions taquines de mon client. En ce qui concerne la pédopornographie et la diffusion de données personnelles, telles que prévues par les articles 431-7 et 431-34 et 431-35 de la loi numéro 2016-29 du 8 novembre 2016 portant modifiant la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965 portant ces accusations ne peuvent être attribuées à mon client. Monsieur le juge, mon client n'a ni filmé de vidéo pornographie mettant en scène des mineurs, ni recueilli de telles données personnelles, encore moins les activités. Le soir des faits, mon client n'a même pas rencontré Moussi Hassan. Par conséquent, son implication dans des activités pornographiques, si elles ont bien eu lieu, ne peut en aucun cas être imputée à mon client qui n'était ni au courant, ni impliqué dans ces actes allégués. Quant à la diffusion de données personnelles, telle que prévue par les articles 431-34, 431-35 de la loi numéro 2016-29 du 8 novembre 2016, modifiant la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965, portant code pénal, cette accusation ne peut être attribuée à mon client. Monsieur le juge, mon client a été victime d'un vol le 23 mars 2021 lors duquel son téléphone portable, sa pièce d'identité et une somme de 6 500 francs ont été dérobés. Mon client a immédiatement obtenu un certificat de fait délivré le 23 mars 2021 par l'adjudant de police, par Samuel Ding du commissariat de Sort. À ce jour, mon client n'a pas pu récupérer son téléphone. Ce certificat atteste que mon client est innocent des actes malveillants commis par les voleurs qui ont exploité son téléphone.
Il s'avère que le voleur qui détenait le téléphone de mon client a reçu des vidéos d'Assane et a suivi ses instructions à les envoyer dans un groupe WhatsApp ainsi qu'à Adam dans le but de bénéficier d'une récompense. En conclusion, le tribunal doit reconnaître que mon client a été arrêté sur la base de simple présomption en matière pénale. En dépit du fait que les infractions criminelles dont il est accusé sont passibles de peine très lourde, il est impératif que les faits soient établis de manière factuelle en partie de condamnation. Nous faisons donc confiance à ce régime pour rendre une décision juste et équitable. Et mon client, depuis son arrestation, est continue à prison, attend ainsi des coûts importants en raison d'accusations infondées et fallacieuses. Je vous demande instamment, monsieur le juge, de prononcer un verdict d'acquittement pur et simple, déclarant mon client innocent. Et je vous demande, monsieur le juge, de faire preuve de clémence envers mon client et de prononcer une peine d'emprisonnement de 15 ans pour Assane Ndiaye en fait de donner l'exemple.